quand on parle d'avenir, on pense un peu au passé, forcément, hein, on pense un peu à ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas d'une relation équilibrée dont on a vraiment besoin, puisqu'on a parlé parfois, on a évoqué certains déséquilibres, et est-ce que vous sentez qu'on va vers ça, quoi? Oui, tout à fait, je pense qu'on va vers ça. Tout d'abord parce qu'il y avait certains déséquilibres sur le plan de la compétitivité qui sont en train d'être éliminés. On parlait tout à l'heure de l'environnement. Vous savez, l'effet que la Chine se soit mis en ordre de marche par rapport à l'environnement a assaini les conditions de concurrence. Jusqu'à présent, les entreprises européennes remplissaient certains standards que les entreprises chinoises ne faisaient pas. Et ça a créé des différences en termes de coûts de production. De même, en ce qui concerne les coûts de travail, hein, la croissance économique de la Chine a comme conséquence positive la prospérité du pays et donc la réduction du gap en termes de coûts de salaire entre la Chine et l'Europe. À ceci s'ajoute l'effet que la Chine est en train de transformer de façon radicale son modèle économique. Un modèle économique qui était basé sur les volumes et qui, à partir de maintenant, enfin depuis quelques années déjà, commence à basculer vers la technologie, vers l'innovation, vers la qualité, vers la montée en gamme. Et donc on rentre maintenant dans un domaine de concurrence qui est beaucoup plus équilibré et dans Et lequel ça, il va falloir utiliser nos meilleures armes, celles de la créativité, de la compétitivité et de l'innovation. Personne ne pourra dire dorénavant que les concurrents chinois nous battent parce qu'ils bénéficient des conditions exceptionnelles que les entreprises européennes n'ont pas. Donc je pense que c'est une concurrence beaucoup plus azénie, mais il sera aussi intense, hein, parce que les domaines dans lesquels cette concurrence va se passer ne sera plus celui du prix des ventes, mais celui de la compétitivité, de la créativité, de l'innovation et de la technologie. Les règles de jeu sont en train de changer complètement et les terrains de jeu, ils changent aussi. Je pense, Serge, on va continuer sur la question que vous avez posée à M. Réméno pour écouter les autres invités. Est-ce qu'on va vers, est-ce qu'on peut avoir une relation plus équilibrée, comme il y a beaucoup d'interrogations là-dessus en Europe, je pense en ce moment, entre la Chine et l'Europe dans l'avenir? L'équilibre est effectivement très, très important, mais moi je suis optimiste parce que avec tous ces changements à la fois d'économie chinoise, de la Covid, on est dans une période d'incertitude et d'insécurité et la Chine et l'Europe actuellement se donnent les moyens de réduire cette incertitude et cette insécurité. C'est là le sens qu'il faut donner aux accords que nous négocions avec la Chine, que l'Europe négocie avec la Chine, et le souci que nous avons de restaurer, de rénover le multilatéralisme. Monsieur De Witt, quelques mots. Oui, mais je souscris entièrement aux paroles de Monsieur l'ambassadeur de Galais. Je dirais écoute mutuelle, respect mutuel, connaissance mutuelle, et là nous devons faire tout mettre en œuvre pour mieux se connaître, favoriser les échanges, qu'ils soient culturels, qu'ils soient économiques, viser aussi les jeunes générations et surtout sortir d'une idéologie isolationniste. Ce n'est pas en travaillant seul qu'on y arrivera, c'est justement en joignant les mains, et M. Ding l'a très bien dit à propos de la lutte contre le Covid, c'est en faisant des recherches conjointes qu'on y arrive. Monsieur Wu, J'aimerais bien dire deux choses. Premièrement, la Chine ne veut absolument pas être un pays uniquement producteur qui inonde le monde entier de ses produits. Non, ce que la Chine veut, c'est d'abord un pays innovateur. Ça, c'est déjà dit clairement par nos plans quinquennal et le plan à long terme pour l'année 2035. Deuxièmement, la Chine restera évidemment un pays producteur, puisque l'industrie est toujours importante pour nous, mais en même temps, la Chine veut être un très grand marché pour tout le monde, pour tout le reste du monde. C'est pour cette raison que ça fait 3 ans consécutifs que la Chine organise une exposition internationale d'importation. Et cela offre des opportunités énormes à tous les
exportateurs du reste du monde. Et je voudrais dire une deuxième chose, c'est que après la conclusion de l'accord d'investissement, les deux parties, l'Europe et la Chine, devraient démarrer rapidement. C'est aussi la volonté de nos dirigeants de démarrer rapidement les négociations pour conclure un accord de libre-échange. Puisque la Chine a déjà conclu l'accord de libre-échange avec pas mal de partenaires. Nous attendons donc l'accord de libre-échange entre la Chine et l'Union européenne. On a bien entendu le message. Monsieur Ding. Un dernier message. Je pense que il faudrait renforcer nos rôles de l'éducateur. On faudrait éduquer davantage nos publics, aussi notre population, nos publics, parce que le commerce international aujourd'hui est totalement différent de celui d'il y a 20 ans. Par exemple, il y a 20 ans, les échanges commerciaux étaient des échanges des produits fabriqués, des manufacturés. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine, entre les États-Unis et la Chine, sont composés des produits intermédiaires, par exemple. Plus de 60 à 70% de nos échanges commerciaux sont composés des produits intermédiaires. Et là, donc, quand on parle de l'excédent ou de déficit commercial, aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens, contrairement à ce qui se passe il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, il faudrait que nos publics comprennent ce changement dans l'économie mondiale et là, on gardera un sens un peu plus équilibré de développement équilibré. Voilà. Voilà, mieux se comprendre pour garder et pour retrouver ou pour trouver ce bon équilibre, c'est toujours évidemment un challenge.